Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre aux bébés de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. On démarre aujourd'hui une série sur les accessoires d'allaitement. Toutes ces petites choses dont on entend parler et qui pourraient sembler plus ou moins indispensables à ce que l'allaitement se passe bien, ont leur secret. Vrais amis de votre allaitement, faux amis, c'est ce que nous essaierons de décortiquer avec des experts, de façon à les utiliser correctement, de manière raisonnée et ne pas passer à côté d'une problématique sous-jacente qu'il faudrait prendre en charge. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les bouts de sein en silicone, qui seront donc nos premiers invités. Ce sont ces petits bouts de silicone que vous placez sur votre sein avant de mettre votre bébé à téter. On leur prête à la fois l'avantage de diminuer les douleurs, voire éviter les crevasses, mais ils sont par ailleurs complètement diabolisés et accusés de diminuer votre lactation, de mettre à mal votre allaitement et de vous créer d'autres soucis, type engorgement, voire mastite, car le drainage des canaux est moins bon. Alors, à quoi servent-ils vraiment et surtout pourquoi certaines en auraient besoin et pas d'autres ? Rappelons que l'allaitement maternel n'est pas censé être douloureux et que les crevasses ne sont pas normales. On va se poser les vraies questions autour de ce sujet épineux. Dans quel cas est-ce nécessaire ? Si oui, jusque quand ? Qu'est-ce que cela peut engendrer pour mon allaitement ? Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour prévenir les problématiques qui y sont rattachées ? C'est Catherine Fontenelle qui va répondre à toutes ces questions. Vous la connaissez déjà, elle est consultante en lactation IBCLC et elle n'en est pas à son coup d'essai dans Milkshaker. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Catherine, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, ravie d'être là. Catherine, on se retrouve aujourd'hui. On se retrouve parce que c'est pas ta première fois dans Milkshaker, mais là je voulais qu'on parle un petit peu des accessoires d'allaitement parce qu'il y en a quand même pléthore et on ne sait pas trop à quoi ça sert, pourquoi c'est utile, est-ce que c'est finalement un frein à mon allaitement, est-ce qu'au contraire c'est un bon ami, un faux ami. Et aujourd'hui, on va commencer par parler des bouts de sein. Les bouts de sein, donc déjà ma première question Catherine que j'aimerais te poser c'est qu'est-ce que c'est ? Alors, le bout de sein en silicone, comme je t'ai dit juste avant de commencer ce podcast et cette interview, c'est vrai que c'est souvent un sujet un petit peu brûlant. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un bout de sein en silicone ? C'est une petite prothèse en silicone très fine, un écran. Souvent, on appelle ça un écran de contact, puisque sur le bout de sein, on va trouver une petite découpe, et cette découpe permettra au bébé d'avoir le nez sur le sein directement de sa maman. Voilà, donc il existe plusieurs tailles de bouts de sein, plusieurs marques également. Là, on n'évoquera pas les marques. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qui est accessoire d'allaitement, ça pourrait être évité, évidemment, dans la mesure du possible, si on souhaite avoir un allaitement qui évolue bien dans le temps. Voilà. Donc, tiens, justement, je te reposerai après une question sur le positionnement, mais tu parlais des marques. Et en fait, si, moi, j'ai envie de te poser la question des marques ou au moins des formes, parce que des bouts de sein, il y en a de plein de formes différentes, de tailles différentes aussi, hein, d'ailleurs, et il faut faire bien attention quand on les choisit, à ce que ce soit la taille adaptée à votre mamelon. Pour ça, il y a des réglettes, un peu comme pour les tétrelles, hein,
de tire-lait, il faut que le bout de sein soit adapté à la taille de votre mamelon à vous. Pensez à ça. Donc, on va se demander après à quoi ça sert, etc. Mais déjà, si on doit en utiliser, est-ce qu'il y a des formes est-ce qu'il y a des choses qui sont plus souhaitables que d'autres si on est amené à en utiliser? Alors, si on est amené à en utiliser exceptionnellement, il y a des marques, oui, que je vais évidemment, moi en tant que professionnelle, alors je recommande rarement des bouts de sein en silicone, mais voilà, comme je disais, de temps en temps, ça peut être nécessaire pour certaines mamans. Je vais privilégier plutôt des bouts de sein fins et souples. Voilà. Donc la souplesse, La souplesse, la taille du cône. Alors le cône, c'est la tétine, hein, si je peux appeler ça comme ça. Plutôt de préférence un peu longue, et puis surtout la taille. Hein, c'est-à-dire qu'un bout de sein qui n'est pas adapté, on sait que pour le transfert de lait, et même pour la maman, hein, ça peut générer des engorgements, des mastites, un transfert de lait qui ne sera pas optimal. Et donc, on va essayer de choisir le bout de sein en fonction, évidemment, de la morphologie des mamelons de la maman. D'accord, donc c'est-à-dire qu'une maman pourra avoir un bout de sein de telle marque très adapté, pendant qu'une autre, avec une autre morphologie elle-même, pourra avoir une autre marque qui est plus adaptée. Exactement. Il y a des bouts de sein, tu sais, on avait parlé ensemble des tétines de biberon, que c'était mieux qu'elles soient longues, rondes, etc. Oui, pour préserver le mécanisme de succion. Voilà, du coup, on rejoint quand même ça dans l'idéal avec les bouts de sein. Et de la même façon, si bébé s'en sort pas avec, on passe sur des choses plus plates et moins longues. Si le bébé est trop gêné dans la bouche... Alors, effectivement, le bébé peut être gêné si le bébé, par exemple, a une hypersensibilité, un réflexe nauséeux. Hein, donc, c'est sûr que si le cône est un peu long, le bout de sein va aller plus loin dans la bouche et le bébé peut être gêné. Donc, on va choisir un bout de sein plus court qui sera évidemment plus adapté. Ok, donc déjà, la première chose qu'on peut se dire, c'est dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de bout de sein. Si bouts de sein sont nécessaires, allez plutôt vers des marques qui sont souples, avec des embouts qui sont ronds et qui sont longs. Voilà, et puis plutôt un embout de contact, dit de contact, de façon à ce que le bébé ait bien le lèvre du haut sur le sein de sa maman, et non pas sur le silicone. Ok, très bien. Oui, donc dans les bouts de sein, quand vous les regardez, il y a toujours une partie comme une encoche dans le bout de sein. Et cette encoche est faite pour que le nez du bébé et sa lèvre supérieure viennent se caler à cet endroit-là pour qu'il reste en contact avec le sein. Et ça, c'est très fréquent. Moi, quand je les vois en consultation, le truc, et puis on le pose vite fait, machin, on ne sait pas comment le bébé va s'installer. Il faut que le bout de sein soit là. Et c'est important pour ceux qui sont plats, parce que quand les bouts de sein sont plats, donc l'encoche, elle est au-dessus du plat, mais si on met de travers, on se retrouve avec l'encoche qui n'est pas au bon endroit, et en plus le bébé qui tète sur la partie large, en fait, du bout de sein plat, et ça va pas. Bon, j'essaierai de vous faire, une vidéo ou un truc pour que ce soit plus clair. Sur le silicone. Bon, en tout cas, nez du bébé dans la partie plate, et là, déjà, ça évite pas mal de problèmes. Il y a une petite astuce pour poser le bout de sein, pour qu'il tienne sur le sein, parce que ça, c'est pareil, le bout de sein, c'est quand même... pour en avoir utilisé en plus et en étant hyper lactante, c'est quand même la piscine à lait. Moi, il y en avait partout. Charlotte, la piscine à lait. Donc, on le cale comme ça. En fait, instinctivement, on le pose juste sur le sein et en fait, il faut un peu le ventouser. Alors, il faut le ventouser, c'est important. Donc, on retourne le bout de sein, on va l'étirer de part et d'autre, on va le retourner et ensuite, on va le poser sur le mamelon et on déplie la petite collerette, ce qui fait que ça ventouse, comme tu l'expliques, pour assurer un meilleur transfert de lait. On essaie tant bien que mal de faire un petit vide d'air en fait dedans pour que ça reste ventousé et ça tient beaucoup mieux. Oui, ça c'est vraiment important de l'expliquer à la maman qui peut être amenée à utiliser un bout de sein, c'est de ne pas le poser directement sur le mamelon, mais bien de créer ce petit... autour du mamelon pour que ça tienne et qu'à la première goutte de lait, tout ne se barre pas dans tous les sens. Exactement. On peut l'humidifier aussi avec de l'eau chaude ou autre. Et si la maman a de la crème, de la lanoline ou autre, de l'huile de coco sur les seins, effectivement, de retirer un petit peu l'excédent avant de... Oui, sachant que souvent, bout de sein va avec douleur, éventuellement blessure, etc. Donc, c'est fréquent d'avoir l'utilisation des deux en même temps. Revenons à la base, parce que du coup, on a déjà parlé de l'installation, mais c'est pas grave, on fait les choses dans le désordre. À quoi ça sert, le bout de sein ? Dans quel cas est-ce que ça peut être nécessaire d'être utilisé ?
Alors, déjà, j'ai envie de dire que le bout de sang en silicone, si on peut l'éviter, on l'évite. Vraiment, c'est important. Moi, je trouve qu'il est distribué très facilement. Alors, c'est pas moi, hein, c'est l'ensemble de la profession dans les maternités. Souvent par manque de temps, par manque de formation aussi, hein, parce que quand on utilise un bout de sein, c'est qu'il y a une problématique, hein, c'est-à-dire que c'est un bébé qui n'arrive pas à s'accrocher au sein, ou un bébé qui ne reste pas sur le sein, c'est-à-dire qu'il va commencer à téter, il va relâcher, et ça peut être corrigé de par déjà un accompagnement, hein, d'être accompagné par l'auxiliaire ou la sage-femme ou la puéricultrice en maternité, d'inciter la maman à faire du pot à pot, de revoir la position, quelquefois juste en modifiant la position et notamment en proposant le biological nurturing, la fameuse position BN, où là on va s'appuyer sur les comportements innés de la maman, les réflexes archaïques du bébé. On va installer la maman dans une position confortable et ensuite placer le bébé de façon à ce que le bébé puisse avoir une prise de sein optimale. Donc il est parfois utilisé, pas forcément à bon escient, parce qu'on entend souvent les mamans dire en fait on m'a proposé un bout de sein parce que mon bébé n'arrivait pas à téter, n'arrivait pas à s'accrocher, ou parce que j'ai des crevasses et j'ai très mal au sein. Hein, c'est souvent la douleur qui va amener et les professionnels et les parents. Alors j'ai les parents, c'est souvent le papa qui court à la pharmacie chercher des bouts de sein en silicone. Le papa, monsieur, allez vite chercher des bouts de sein en silicone. Je préférais qu'on aille chercher la consultante, en fait. Évidemment. Que le bout de sein en silicone. Mais, comment dire en cas de douleur, il faut vraiment qu'un professionnel compétent puisse venir voir un petit peu, regarder comment le bébé tète, comment la maman est installée, comment ce bébé va ouvrir la bouche, parce qu'il en découle tout ce qui s'est passé un petit peu avant. La grossesse, l'accouchement, est-ce que l'accouchement a été long, est-ce que ce bébé est resté bloqué, ce bébé est né peut-être avec plein de tensions, donc comme il est né avec des tensions, il n'arrive pas à ouvrir la bouche, il n'arrive pas à tirer la langue correctement, et donc là, c'est pas un problème, c'est pas la maman qui est le problème, c'est le bébé en fait. Ouais. Hein. Et souvent la maman pense que ça vient d'elle. Hein. Je n'y arrive pas, c'est compliqué, regardez, il pleure. Alors que si on installe un bébé en pot à pot, tranquillement, si on montre à la maman comment exprimer son colostrum, on peut peut-être pallier à ces prises de sein parfois un petit peu compliquées qui vont engendrer très souvent des douleurs. Donc, le bout de sein, en réalité, on ne devrait pas l'utiliser, mais encore une fois, comme on le disait juste avant de faire cette petite interview, pour certaines mamans, ça a été utile au démarrage. La preuve, c'est que toi-même, tu l'as utilisé parce que tu étais en hyperlactation et que ça a pu t'aider. Alors ça fait partie également, des indications. Des indications. Voilà, merci Charlotte. Des indications. Une maman qui est en hyperlactation, qui a un réflexe d'éjection fort, en fait, c'est un filtre et quelquefois, ça peut aider. Ça peut également diminuer la lactation, mais c'est pas forcément indiqué pour toutes les mamans. C'est pour ça que quand on utilise un bout de sein en silicone, il faut impérativement être accompagné par une professionnelle de l'allaitement. Voilà, parce que quand je parle de ça, je sais que ce podcast va être diffusé sur les réseaux et que toutes les mamans qui vont se dire en hyperlactation ou avec un REF, en disant tiens, je vais mettre un bout de sein en silicone parce que visiblement, ça va peut-être calmer ma lactation, mon bébé va mieux téter, etc. Alors, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je dis, c'est du cas par cas et vraiment, c'est important de faire une évaluation avant et d'avoir un soutien et un accompagnement par une consultante en lactation IBCLC, par une sage-femme qui a un DU d'allaitement ou un autre professionnel compétent dans ce domaine. Ouais. Et puis, le bout de sein peut faire baisser la lactation, mais c'est pas le cas à chaque fois. Et Non, alors c'est pas le cas à chaque fois. Alors, par contre, ce qui est un peu, moi, je peux pas dire une aberration, le mot est pas adapté, mais c'est mettre un bout de sein dans les 24 premières heures, voire 48 premières heures, alors que la maman a du colostrum, que le colostrum, quelquefois, c'est 2-3 petites gouttes qui vont aller se perdre, se coller dans le silicone.
Quel dommage. Alors que la maman, si son bébé ne tète pas, s'il n'arrive pas à tirer la langue, à bien ouvrir la bouche, eh bien, elle peut très bien, si on lui a expliqué comment faire, exprimer ces petites gouttes de colostrum, mettre le bébé face à elle et aller badigeonner sa bouche avec ces 3 gouttes de colostrum sans avoir à utiliser un bout de sein en silicone. Et si vraiment c'est très très compliqué dans les 2-3 jours à venir, eh ben, si on doit mettre un bout de sein en silicone, il va falloir ajouter de la compression du sein, du don de colostrum à gogo. La maman peut exprimer son colostrum toutes les heures, dans la mesure du possible. Et surtout, si on voit que c'est très compliqué, cas exceptionnel, mettre un tire-lait en place pour favoriser évidemment la montée de lait. D'accord. Ok, donc en fait, dans le meilleur des mondes, évidemment, on commence par regarder comment tète ce bébé, pourquoi il est en difficulté sur le sein. Voilà. Si jamais ça s'est pas fait, ou qu'on n'a pas la raison sur le moment, et que le bout de sein doit être utilisé, ça c'est souvent utilisé, donc tu disais, sur les douleurs et sur les mauvaises prises de sein. Oui, et puis sur le plan morphologique, où beaucoup de professionnels disent « Ah ben cette maman a un mamelon plat ». Alors, on entend beaucoup parler des mamelons plats, des mamelons qui ne ressortent pas à la stimulation. Alors, par expérience, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, des mamelons plats, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle un mamelon plat ? Parce qu'un mamelon que l'on arrive à faire ressortir à la stimulation, c'est pas un mamelon plat. En gros, un mamelon qui, dans le bout de sein, vient se former, c'est pas un mamelon plat, c'est ça ? Si on arrive à le faire ressortir juste en stimulant un petit peu, en plaçant ses doigts en arrière de l'aréole et en poussant le sein contre le thorax et en ramenant vers l'avant, et on voit ce mamelon qui ressort et qui se met en érection, il n'y a aucune raison que le bébé n'arrive pas à prendre. Alors, autre chose, quand un bébé tète, il ne prend pas que le mamelon. Il prend le mamelon et une bonne partie du tissu aréolaire. C'est-à-dire la partie brune, l'aréole, c'est ça. Donc, même une maman qui a un mamelon plat ou un mamelon invaginer, alors ça, le mamelon invaginer, c'est encore autre chose. Si le bébé arrive à ouvrir la bouche et bien tirer la langue, et que la maman arrive à faire un petit sandwich avec ses doigts pour l'aider à avoir une prise de sein plus profonde, normalement, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'avoir un mamelon saillant pour pouvoir allaiter son bébé. D'accord. Et l'allaiter correctement. Dans le cas d'un mamelon invaginé, c'est-à-dire un mamelon qui rentre. Invaginer, c'est ombiliqué, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce mamelon qui est complètement rentré, qui ressort absolument pas la stimulation. Et même si la maman essaye de le faire ressortir, au contraire, ça va rentrer encore plus. Et là, on peut avoir une partie très dure, très fibreuse en arrière de l'aréole. Et parfois, pas toujours, mais certains bébés ont beaucoup de difficultés à prendre le sein. Parce qu'ils ont une petite bouche, parce qu'ils sont un peu bloqués, parce que c'est compliqué pour eux. Et petite bouche avec un mamelon invaginé qui ne ressort pas et qui est très dur, là on sait que ça risque d'être compliqué. Alors là, il y a peut-être indication parfois à mettre un bout de sang en silicone. Et puis pour des mamelons qui ont du mal à ressortir, on peut le faire manuellement, mais il existe des petits accessoires, alors ça on en parlera peut-être dans un autre épisode, comme la niplette, la seringue inversée aussi, en maternité, les auxiliaires, les sages-femmes, elles savent ce que c'est. On va découper une seringue et puis on va mettre le piston dans l'autre sens et puis on va essayer d'aspirer tout doucement pour faire ressortir le mamelon. Voilà. Quelle joie. Quelle joie. Et c'est pas mal, ça fonctionne pas mal. Okay. Et puis on a la petite poire aussi. Alors le problème de la poire, c'est que c'est ennuyeux pour le nettoyage. C'est plus difficile à nettoyer. Mais franchement, la niplette, la niplette, ça c'est la seringue, la niplette. La niplette, c'est pas la seringue. C'est une petite, un petit accessoire qui permet de faire ressortir en fait le mamelon. C'est un peu, si tu veux, la seringue, c'est la niplette de fortune. D'accord, ok, bon, tu m'enverras des photos de tout ça, qu'on puisse les mettre. J'ai des photos. Bah oui, on veut des photos de la niplette. Voilà. Ok, donc du coup, indication assez rare, mamelon invaginé et encore, ou ombiliqué, c'est la même chose, mais encore pas dans tous les cas, il y a certains bébés qui s'en sortent. Règle de base, d'abord vérifier quelle est la difficulté que ce bébé montre à ne pas arriver à prendre le sein. C'est ça ? Oui. Alors, le bout de sein en silicone, il n'est pas mis par hasard. Il est mis parce que,
parce que, ce que je disais tout à l'heure, le bébé n'arrive pas à téter, tout simplement. En tout cas, il y a une difficulté quelque part quand le bout de sein en silicone il est posé. Encore une fois, un problème de succion, un problème de tension, peut-être un problème de frein. Bon, on n'est pas là pour parler des freins. Peut-être un problème de positionnement. Un problème de positionnement, un bébé qui n'est pas bien positionné. Et ça, on le voit souvent en maternité, même si les mamans sont bien installées dans leur lit, surtout qu'elles ont un lit électrique, donc on peut varier un petit peu les positions. Mais quelquefois, c'est juste positionnel et il suffit de revoir la position avec la maman, de revoir la prise de sein. Et puis, parfois, moi, j'aime pas trop mettre les doigts dans la bouche des bébés, des nouveau-nés. Mais voilà, on peut aussi faire une évaluation de la succion. Mais ça, généralement, on le fait un petit peu plus tard. En tous les cas, lorsqu'on voit des mamans qui démarrent leur allaitement avec un bout de sein, en tant que professionnel de l'allaitement, l'idée, en fait, c'est de sevrer le bébé rapidement du bout de sein. Ouais, en tout cas, c'est un signal d'alerte qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Quelque chose ne va pas. C'est pas un hasard. Ok, voilà. Très bien. Du coup, si je comprends bien tout ce que tu nous dis, dans la plupart des cas, ça pourrait être évité. Oui. Mais pas toujours. Alors, mais pas toujours. Alors, dans quel cas il y a indication, voilà, on ne peut pas faire autrement, indication de mettre un bout de sein en silicone. Alors, on n'a pas parlé de la prématurité. À un moment donné, on disait que c'était bien pour stimuler le palais. Chez les grands prématurés, ça pouvait permettre de éduquer ou rééduquer la succion. Et une étude récente, alors je n'ai pas toutes les données, dit que en fait, c'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que le fait de mettre le bébé en peau à peau, quand le bébé est stable, de laisser le bébé à hauteur et à proximité du sein de la maman, de booster évidemment la lactation de la maman, c'est une évidence, et de laisser le bébé simplement lécher, voilà, ça sera peut-être beaucoup plus bénéfique en fait que d'aller mettre un bout de sein en silicone, surtout pour ces bébés qui souvent ont eu sont nourris avec des sondes. Et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de silicone dans la bouche. Donc, voilà. En tout cas, c'est très probable qu'on vous le propose plus facilement dans un service de néonat avec des prématurés, parce que ça a été, en tout cas, quasi systématiquement utilisé à une période. Peut-être que ça a du sens, toujours pareil, pour certains bébés, un peu moins pour d'autres, et que c'est du cas par cas. En tout cas, de toute façon, la prématurité reste quelque chose qui sort de la norme. On n'est plus sur un allaitement lambda, où il y a beaucoup de médicalisation autour. Donc, voilà, on rajoute des difficultés à un allaitement classique. On a un bébé qui n'a pas un mécanisme de succion qui est mature, etc. Donc, c'est peut-être là qu'il y a justification parfois à utiliser des écrans entre les deux. Le bout de sein en silicone. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Alors, les indications, il y a aussi... on parlait de douleurs, de crevasses, de lésions. Souvent, les mamans trouvent que la tétée est plus confortable avec un bout de sein. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quand un bébé tète sur un bout de sein, on va modifier le mécanisme de succion, puisque le bébé ouvrira moins la bouche. C'est une tétine. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Au niveau de la prise de sein, ça peut... prêter à confusion, parce que du coup le bébé va prendre juste le bout de la tétine, comme au lieu de prendre toute l'aréole, au lieu de prendre toute l'aréole avec plus de tissu aréolaire. Et donc on peut avoir effectivement une confusion. C'est pour ça que lorsqu'on retire le bout de sein, eh bien parfois il va falloir du temps en fait pour que le bébé arrive à se sevrer, parce qu'on va changer son mécanisme de succion. Ça va lui demander plus d'efforts, il va devoir ouvrir davantage la bouche, tirer davantage la langue, ce qu'il ne faisait pas forcément sur le bout de sein en silicone. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de souligner, c'est que lorsqu'on va sevrer, on va tenter de sevrer un bébé du bout de sein, si le bébé s'agite, s'énerve, voilà, on va laisser téter avec le bout de sein au démarrage. Et en cours de tétée, on va essayer de retirer le bout de sein et de continuer la tétée sans bout de sein. C'est-à-dire quand le bébé est plus détendu, quand il est plus calme et quand on sait que ça sera peut-être plus facile pour lui. Et la maman va pouvoir faire de la compression du sein pour que le lait arrive plus vite et pour que ce bébé ne s'impatiente pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit... Voilà, quand bébé est plus calme, et puis l'avantage entre guillemets du milieu de tétée, c'est, moi je me souviens que
le mamelon aussi, tu vois, il s'était bien Oui. allongé dans le Bien bout de sein. formé, voilà, exactement. Et moi, je sais que j'avais les seins du coup hyper durs, Ouais. donc du coup un peu difficile à attraper par la rigidité qu'ils avaient. Et en cours de tétée, bah pareil, le sein il s'était un petit peu assoupli, Oui. le mamelon s'était formé dans le bout de sein, et donc c'était le Donc, moment de c'était lui dire, beaucoup allez plus vas-y, facile. passe là-dessus. Mm. Et puis après, bah, avec le temps, petit à petit, tétée après tétée, jour après jour, il s'est mis à prendre le sein. Alors j'ai un petit message également pour les mamans qui souhaitent sevrer leur bébé et qui voient une consultante en lactation, ou comme j'ai dit, un professionnel de l'allaitement. Et pendant la consultation, on arrive à retirer le bout de sein, le bébé tète, la maman est ravie, tout se passe bien. Et rentrer à la maison. Voilà. Alors moi, je dis toujours aux mamans, c'est pas grave si à la maison, à 3h du mat, on va pas batailler. Mais oui. Fait, hein. Voilà, si le bébé reprend avec le bout de sein, que la maman n'y arrive pas, parce que quelquefois c'est ce que disent les mamans, elles envoient un message en disant ça a bien marché au cabinet, mais là ça marche plus, je n'y arrive plus. Donc je pense qu'il faut aussi rassurer la maman, lui dire de faire du pot à pot, d'attendre que le bébé soit calme, et puis de pas se mettre la pression. Voilà, tout simplement. Complètement. Et de se dire qu'on va y arriver. Et quelquefois, ce sont les bébés qui virent les bouts de sein. Tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont téter peut-être pendant des semaines. Alors, je parle pour les plus grands. On se souvient d'ailleurs d'une maman que nous avons accompagnée toutes les deux et qui un jour en réunion d'allaitement m'a dit Catherine, en fait, Nina, elle a carrément viré le bout de sein. Voilà, elle a retiré et elle a pris le sein sans bout de sein. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas conseiller de garder le bout de sein, et pas du tout même, mais là, dans ce cas de figure, cette maman a témoigné en disant moi, sans bout de sein, je pense que j'aurais arrêté l'allaitement. Et ça, on en discutait tout à l'heure, toutes les deux, je pense qu'il faut vraiment le souligner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger les mamans par rapport au fait qu'elles utilisent un bout de sein, parce que quelquefois c'est nécessaire pour elles, je dis bien pour elles, et elles se disent que sans bout de sein, elles vont pas y arriver. Alors elles ont besoin évidemment, encore une fois, de soutien, d'accompagnement, pour les rassurer et pour leur dire que c'est possible et que c'est important de pouvoir retirer ce bout de sein. Mais dans certains cas... Ouais, ça a beau être l'idéal, rappelons, c'est pour ça que Milkshaker existe, c'est que l'accompagnement autour de l'allaitement, il n'est pas encore optimum, et que si ça vient à un instant T vous permettre de continuer ce projet qui est important pour vous, de permettre à ce bébé de s'accrocher un peu plus facilement en attendant, toujours pareil, de régler les problèmes et de pouvoir les retirer plus tard, ou que ça vous fait moins mal, peu importe en fait, ils ne sont jamais en effet posés par hasard. Toujours une bonne raison, en tout cas une raison suffisante à cet instant-là pour en avoir besoin. Et peut-être que c'est pas l'idéal. Ce qui est important, je pense, de comprendre là, c'est que c'est pas idéal, mais que quand il y en a eu, c'est pas un drame non plus, et on va essayer de comprendre pourquoi on les a posés. Exactement. Et comment on peut les retirer pour qu'il n'y ait pas de conséquences à terme. Il y a autre chose que tu veux nous dire à ce sujet-là, où justement on va se demander pourquoi c'est pas idéal, quoi. Oui, alors je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire. Le bout de sein, ça cache de toute façon une problématique. Oui. Voilà, c'est clair. Donc, encore une fois, un message à toutes les mamans. Le bout de sein en silicone, alors, si on peut l'éviter, évidemment on l'évite, et franchement, il faut l'éviter, mais quand on ne peut pas faire autrement. En même temps, si on veut éviter le bout de sein en silicone, parce que les mamans ne sont pas toujours informées par rapport à ces accessoires qui sont quelquefois dans la liste de la maternité. Dans certaines maternités, on dit de ramener des bouts de sein en silicone. J'ai des mamans qui les achètent parce qu'elles pensent que c'est une protection. Et malheureusement, on va parler des inconvénients. C'est pas une protection du tout et ça va pas du tout nous aider. Et donc, moi, ce que je propose aux mamans, c'est de se préparer avant l'arrivée du bébé. Parce que déjà, quand on a ces informations, on sait comment s'installer, on sait comment exprimer du colostrum, on sait comment faire du pot à pot. Et qu'est-ce que le pot à pot? Qu'est-ce que ça va apporter? Les bénéfices du pot à pot, on n'en parle pas assez, bien qu'on en parle de plus en plus dans les maternités, ça c'est top. Mais tout ça va nous permettre peut-être d'éviter ces problématiques d'allaitement au démarrage. Donc si les mamans ont ces informations, une maman, elle est capable de se débrouiller toute seule avec son bébé, avec l'aide des soignants, certes, mais plus la maman va faire toute seule, plus elle va gagner en autonomie. En confiance. En confiance, et
et on évitera pas mal de problèmes. Donc encore une fois, si on doit mettre un bout de sein à la maternité, moi je vous conseille déjà de prendre rendez-vous en sortie de maternité avec une professionnelle de l'allaitement pour être accompagné et surtout pour faire une évaluation et voir un petit peu ce qui se passe dans la conduite de l'allaitement. Ouais, mais je crois que ça va être le truc clé à retenir. C'est si jamais il a fallu en mettre à cet instant T-là pour sauver le projet, retenez juste que il faudra pas s'en contenter et se dire mon allaitement ce sera avec des bouts de sein, et encore moins si vous avez envie d'un allaitement qui dure un peu. Donc s'il y en a, ok, on culpabilise pas, mais on se dit qu'il y a quelque chose derrière, que ça révèle une problématique et qu'il faut aller la débusquer. Du coup, pourquoi c'est pas idéal ? Est-ce que tu peux nous réexpliquer ? Parce que tu en as déjà dit un petit peu. Pourquoi c'est pas idéal ? Parce que d'abord, c'est pas... j'ai envie de dire que c'est pas physiologique. C'est quelque chose entre la bouche du bébé et le sein de la maman. Quand une maman allaite, elle allaite son bébé directement au sein. Et voilà. Donc ensuite, ça peut engendrer des problématiques, alors des troubles de la succion, comme j'ai expliqué. C'est-à-dire qu'un bébé qui va... apprendre à téter sur une petite tétine, donc l'ouverture de bouche ne sera pas optimale, un bébé qui va pas forcément bien retrousser les lèvres, et puis une chose importante, c'est le transfert de lait et la stimulation évidemment de la lactation, de la glande mammaire. Donc si le bébé ne tète pas correctement, eh bien c'est sûr que la stimulation ne sera pas là. Ça va engendrer des problèmes de stimulation, engorgement aussi, des mamans qui vont se retrouver parfois avec des seins engorgés, une lactation qui ne se met pas en place correctement. Ça va retarder la montée de lait. Un bébé qui commence à téter avec des bouts de sang en silicone les 2 premiers jours, si on ne fait pas de l'expression manuelle, si on ne met pas un tire-lait en place, on sait que ça va être compliqué, que la montée de lait peut être retardée. Et puis on a vu des mamans avec des engorgements sévères. Lorsqu'on donne le sein avec un bout de sang en silicone, on sait qu'on perd à peu près 28% des apports. Donc, d'accord. Quand on a c'est établi en termes de chiffres. Oui. Qu'est-ce qui fait ? Est-ce qu'on sait quel est le mécanisme ? Ça m'intéresse. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait un écran entre les deux, que ce ne soit pas contact peau à peau, qui ne déclenche pas les mêmes circuits hormonaux ? Ou est-ce que c'est le fait que le bout de sein modifie le style de succion du bébé et que du coup cette succion-là soit moins stimulante pour le sein ? Tu as compris ma question ? C'est ça, oui. C'est les deux, en fait, ça va modifier les stimuli. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est plus... l'ouverture de la bouche, comme j'ai expliqué, n'est plus optimale. La langue est pas bien positionnée sous l'aréole, où on a tous les récepteurs qui envoient un message au cerveau. La prolactine qui fabrique le lait, l'ocytocine qui permet l'éjection. Eh bien, tout ça, ça va être un petit peu contrarié. Donc l'idée vraiment, c'est on sait qu'on va perdre, et on va perdre en stimuli. Les signaux sont moins forts en fait. Les signaux sont moins forts. Alors il y a une chose... Comme avec un bébé qui têterait pas très bien. Exactement. Un bébé qui tète pas bien, qui ouvre pas bien la bouche, qui tire pas bien la langue pour X raison, eh bien, on sait que ça va. On a une lactation qui va être un petit peu en berne, ou un bébé qui ne va pas prendre suffisamment de poids. Il faut faire attention également avec les prises de poids, avec les bouts de sein. Quelquefois, on a des bébés qui prennent pas suffisamment de poids et qui restent longtemps au sein. Ça leur demande des efforts. Ils avalent beaucoup d'air. Ils sont inconfortables. Ils ont des gaz, ils font des rots, enfin, c'est compliqué. Mais là, du coup, on en revient à l'histoire de si le bout de sein a été posé, c'est qu'il y avait une problématique à la base, et que peut-être que le bout de sein, là, en plus, ne la tamponne pas, et que du coup, le trouble de succion est toujours là sur le bout de sein, c'est ça ? Moi, je dis c'est un pansement sur une jambe de bois, en fait. Bon, d'accord. C'est ça. Carrément, quoi. C'est-à-dire qu'on va masquer un problème en se disant, voilà, tant que le bébé est dessus et qu'il tète, tout va bien. Mais ce qu'il faut vérifier, c'est le transfert de lait. Voilà. Alors, si on doit utiliser, comme je disais tout à l'heure, un bout de sein, on va associer la compression du sein. Et parfois même expression au tire-lait, pour stimuler au maximum la lactation. Nous, ce qu'on veut, c'est que la maman ait plein de lait dans les seins et que le bébé reçoive suffisamment de lait. D'accord. Voilà. Il y a autre chose dont j'aimerais parler. Moi, ça m'est pas arrivé souvent, mais chez certaines mamans, alors pas tant que ça, c'est un petit pourcentage, des mamans qui ont été abusées sexuellement ne supportent pas les lèvres du bébé sur les seins. C'est-à-dire qu'elles ont envie
de nourrir leur bébé, mais par ailleurs, pour elles, d'avoir le contact de la bouche sur leur sein, c'est pas possible, même si c'est leur bébé. Donc, elles vont utiliser le bout de sein. Peut-être qu'elles n'en parleront pas, voilà, mais je pense que ça aussi, il faut l'avoir en tête. Ouais, on en avait parlé aussi dans l'épisode sur le tir-allaitement. Ouais. De cette même problématique qui fait que parfois ce contact-là, il n'est pas possible. Et que, ça fait une barrière et la maman va l'accepter. Alors vraiment, c'est un pourcentage, alors je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques, mais ça aussi, il faut le prendre en compte. Oui, on peut le prendre en compte. Ok, très bien. Donc du coup, soit ça peut créer une mauvaise stimulation, et donc une baisse de production à terme. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes consécutifs au bout de sein? Oui, alors pour les mamans avec les mamelons abîmés, des crevasses ou autres, on sait qu'une crevasse, c'est une porte ouverte aux germes. Et pour peu que la maman développe une candidose, donc les douleurs plus, difficile à soigner aussi, la candidose. Et alors là, pour le coup, on va entretenir avec le bout de sein en silicone. Il y a une sorte de macération qui fait que là, ça va être plus problématique sur le long terme. Ouais. Ok, donc faut bien les nettoyer, bien rincer, nettoyer, avoir une bonne hygiène quand on utilise. Exactement, bien les laver, bien les rincer. Et puis alors là, s'il y a candidose, l'idée, c'est vraiment de les retirer carrément. Mais voilà, il vaut mieux que la maman tire son lait quelque temps et que le lait soit donné aux dalles. En tous les cas. C'est que parfois, quand on se retrouve avec... si on a posé le bout de sein, c'est qu'il y avait un problème de prise ou de douleur. On rajoute la candidose. On se retrouve dans des espèces de cercles. C'est infernal. Tout on ne à sait fait. plus trop par où prendre le truc. Ok. Est-ce que ça change quelque chose aux propriétés du lait? Alors, absolument pas. C'est le même lait, même s'il passe à travers le même le lait. C'est le même lait. Alors, même si le bébé n'a pas la bouche à même la peau de la maman, si ce n'est avec les écrans de ce qu'on appelle les écrans de contact, avec cette petite encoche là. Voilà, mais non. Dans le lait de la maman, il y a toujours la même chose. Toujours la même chose. Et Parfait. puis, c'est pas sur un petit bout de sein que ça va changer quelque chose. Ok. Donc on comprend que le principal risque, c'est quand même c'est le fait de pas bien entretenir la lactation. Donc il faut pas se complaire dans l'idée d'avoir un bout de sein et de se dire mon allaitement il est ok, et puis avec ça me convient, moi ça m'embête pas, je les emmène facilement, etc. Voilà, se dire que sur projet d'allaitement et fonction du projet d'allaitement qu'on a, ça peut devenir un problème plus tard, même si c'est pas le cas dans les premiers temps. Qu'est-ce qu'on peut faire en prévention, si jamais on a posé le bout de sein, on a un peu parlé, mais donc du coup, pour maintenir cette lactation correcte en attendant de pouvoir les enlever? Alors évidemment, c'est de mettre le bébé au sein régulièrement déjà. On est à 8-12 tétées par 24 heures, un peu à la demande, les premières semaines. Voilà. Après, c'est sûr que le bout de sein, généralement, on ne le met pas à 3 ou 4 mois. Le bout de sein, il est mis dès le démarrage. Donc, voilà. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, expression manuelle, compression du sein. Peut-être proposer les 2 seins aussi. À chaque tétée, tu veux dire? À chaque tétée. Donc, compression du sein pendant la tétée. Compression du sein pendant la tétée, bien expliquer à la maman ce qu'est la compression du sein, c'est-à-dire que la maman va prendre son sein en C, va positionner sa main en C autour du sein, légèrement en arrière de l'aréole, et dès que le bébé arrête de déglutir, elle va comprimer, alors c'est un geste souple, elle va comprimer et elle va garder la compression tant que le bébé déglutit. Alors ça, je me rends compte que souvent, les mamans, on leur a montré, elles ne savent pas trop, elles font au mieux, les mamans, toujours. Et elles font, moi j'appelle ça du poète-poète. Quelquefois, on appuie un peu sur les seins avec le bout des doigts, ou on fait le petit ciseau, et on dit, voilà, là, je fais de la compression. Alors, la compression, c'est la main en C, les doigts collés les uns aux autres, le pouce au-dessus. Alors, tout dépend de la position dans laquelle elle est installée. Ça peut être au-dessus du sein, côté droit, côté gauche, sous le sein, peu importe. Et dès que le bébé arrête de téter, elle va comprimer son sein. Et là, évidemment, elle va renvoyer du lait. Alors, dans la bouche, là, c'est dans
Dans le bout de sein. Dans le bout de sein. Voilà. Et donc, ça va déclencher le mécanisme de succion, une déglutition. Et même si le bébé est à moitié endormi, eh bien, elle va l'aider. En fait, alors, encore une fois... On l'aide à faire le transfert de lait que le bout de sein a tendance à diminuer, c'est ça ? Exactement. Et tant que le bébé fait le... Alors, je vais faire le petit bruit ounglou, 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 et que l'on voit bien son petit jabot là. Oui, j'appelle ça la bouche de pélican. La bouche de pélican, comme dit Charlotte, c'est trop mignon. Eh bien, on se dit que voilà, le bébé reçoit du lait et surtout, on garde la compression tant que le bébé déglutit. Quand le bébé arrête de déglutir, on relâche et on reprend. Ok. Voilà. Tu sais que tu vas être embauchée pour faire une vidéo pour ça, pour le montrer aux mamans. Ah oui ? Ah oui, bah là, je viens de t'embaucher. Voilà. T'es prévenue. Bah oui, parce que là, en audio, c'est pas facile à comprendre quand on connaît pas. Donc, je vais te faire ouais, moi, je te vois comprimer ton sein, là, mais tu vas me le faire. Faire ça ? Tu veux que je te fasse ça sur le truc, là ? Non, ça y est, elle est embauchée, vous inquiétez pas, vous aurez votre vidéo de Catherine Fontenelle en train de comprimer un sein. Je vais pas faire ça avec mes seins. Ok, je pense que je t'ai demandé un peu tout. Oui, prévention sur la partie infection, donc c'est de bien nettoyer le bout de sein entre chaque utilisation. Voilà, je crois que je t'ai tout demandé. Comment les retirer, on en a parlé aussi. Plutôt en milieu de tétée, quand le sein il s'est bien formé, que le bébé est un peu plus calme. Exactement. C'est jamais une bonne idée d'essayer de changer les habitudes de succion d'un bébé au moment où il est énervé et qu'il a hyper faim. Donc bien allaiter au signe d'éveil et tout. Et ne pas avoir un discours culpabilisant vis-à-vis de la maman ou parfois, on est un peu, on dit ah là là, il y a des bouts de sang en silicone. J'ai vu une professionnelle qui m'a dit que, non, en fait, on fait ce que l'on peut. Et encore une fois, c'est du cas par cas. On sait que c'est un tue-allaitement. Il y a le tue-amour et il y a le tue-allaitement. le bout de sang en silicone, c'est vraiment à proscrire, mais il y a des cas particuliers. Ça, il faut le respecter. Donc, encore une fois, on le dit, on le répète, ça sera le mot de la fin, il faut être accompagné. Bah oui, voilà, c'est ça. On en revient toujours à la même histoire. C'est que, malheureusement, par manque de temps, de personnel, n'oublions pas que les maternités sont surmenées et en manque total de personnel et que dans ces conditions, accompagner des femmes, que ce soit à l'accouchement comme à l'allaitement, ça demande beaucoup de présence, beaucoup de disponibilité et beaucoup de formation, et que il y a plusieurs choses là-dedans qui sont pas remplies à 100% actuellement. Donc on fait comme on peut avec ce qu'on a. Par contre, vous avez des professionnels qui sont formés et qui peuvent vous aider, donc contactez-les, ayez le numéro de quelqu'un dans votre poche, dans votre valise de maternité. Faute d'y mettre les bouts de sein, mettez-y le numéro d'un professionnel qui est formé, qui saura vous accompagner. Et retenez une chose, s'il n'y a pas le choix, que vous avez trop mal, que ce bébé s'accroche pas malgré les positions, le pot à pot, etc., et qu'on ne s'en sort pas, tant pis, peut-être qu'il faudra les poser un moment, mais retenez qu'en tout cas, ce n'est pas une solution sur le long terme pour votre allaitement de poser des bouts de sein. Ça va si on dit ça ? Parfait. Voilà, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et s'ils sont posés, ils sont posés. On se met pas à la rate au courbouillon en disant que notre allaitement il est foutu si on a posé des bouts de sein. On en voit plein des mamans au quotidien qui arrivent avec des bouts de sein et qui finissent par les enlever d'une façon ou d'une autre quand on règle les choses. Parce que souvent, quand il y a des douleurs ou qu'il y a une mauvaise accroche, déjà, c'est qu'il y a problématique de succion derrière et qu'il y en a plein qui sont réglables assez facilement. Donc, on consulte. On consulte et comme tu le disais très justement, l'idée c'est de connaître la cause. Pourquoi déjà on a pu mettre ce bout de sang en place ? Il y a une raison. Donc c'est ce qu'il faut aller explorer. Voilà. Et ça c'est le rôle du professionnel. Que ce soit comme j'ai dit, une consultante IBCLC, une sage-femme qui a un début d'allaitement. En tous les cas, un professionnel formé à l'allaitement. Ouais, ça c'est important. Ok, bon, je pense qu'on s'est dit pas mal de choses sur les bouts de sein finalement. On pensait finalement, que ça allait durer 2 secondes, pas du tout. Très bien. Écoute, du coup, t'es embauchée pour la compression mammaire, etc. Et puis on va faire le positionnement du bout de sein comme ça. Parfait, je me prépare. Voilà, elle se prépare. Allez, merci Catherine. À bientôt pour un Charlotte. nouvel accessoire d'allaitement. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement.
C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milchecker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milchecker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ig4u.com, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milcheckez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Crazy, 'cause believe